So if it is to earn revenue and to tax the agricultural sector, those three sectors do extremely well. The large-scale farmers of food usually sell it within the country, but Kenya is a free market economy. I said earlier on that last year we had a bumper crop of maize, the main crop, but we still had famine. And the reasons are very simple. The food, a lot of it escaped to southern Sudan. We couldn't stop it. Now we have wisened up. We are working and are about to complete a grain exchange commodity system where the farmers can deliver their food to a central arrangement where then they are given receipts or they are given money so that the food remains in the country and can then be distributed whenever it's necessary. Agro-processing is something that the Ministry of Agriculture has promoted. But while we do some of this to sell, recognizing the fact that we are an agricultural country, 70% of the population is employed currently in agriculture. 24% of the economy is contributed by agriculture. So we still need to do that. The problems for Kenya are very simple. They are to do with irrigation. They have to do with infrastructure, especially in the difficult areas. We are doing something about the marketing structures themselves, so that food is not lost in transportation. We're doing something about storage, and here one should acknowledge, and I would like to acknowledge the fact that some of our development partners are involved. We are involved with FAO, but the reason it remains such an overwhelming problem is that over half of Kenya, I think possibly 3 out of 5 of Kenya is arid or semi-arid. And this is the area that now preoccupies us completely. But as for reliance or encouraging only for export, that is not the case. The case is that we have a very difficult environment which needs a certain way of management. We are aware of it. The resources are difficult, but we are working on it. Mamadou Tangara, est-ce que l'une des solutions ne serait pas de renforcer les intégrations sous-régionales et favoriser les échanges entre paysans, j'allais dire, cibler des zones de production, la patate douce dans une région, l'igname dans un autre, et favoriser la circulation de ces marchandises plutôt que d'importer des brisures de riz en provenance d'Asie, tout simplement? Est-ce que ce n'est pas ça la solution, notamment en Afrique de l'Ouest? Je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense que ce cadre a été créé, en tout cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest, par la CEDEAO, et qu'il est important qu'on essaye de mutualiser nos moyens et puis de cibler des zones, de décentraliser un peu la production, que certains se spécialisent, par exemple, dans la production de manioc, d'autres dans la production de patates douces ou d'autres denrées de première nécessité, et puis qu'on renforce aussi, qu'on essaie de faire sauter un peu ces barrières au niveau des frontières qui, comme je le disais tout à l'heure à mon ami le maire de Dakar, il y a parfois des cloisonnements qu'on pense étanches mais qui ne le sont pas. Et favoriser cette intégration économique plutôt que de... Moi, je suis convaincu que la politique du Prosper Nebo, la prospérité de ton voisin va favoriser la prospérité chez toi. Donc il est important qu'on essaye de créer ce cadre de coopération assez effective pour que tous puissent, que ça soit une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. À ceci près que nous sommes encore très loin d'une libre circulation des marchandises, ne serait-ce que dans l'espace CEDEAO. Mais tout à fait, parce que on parle de la CEDEAO des peuples, mais on voit que dans la réalité, ce n'est pas le cas. On est toujours confronté à beaucoup de défis dans ce domaine, même aussi bien la circulation des personnes et des biens pose un problème fondamental. Qu'il n'y a pas parfois du protectionnisme déguisé entre les différents pays membres de la zone CEDEAO? Bon, oui. Vous avez droit à un joker, sur le panel. Parfois, il faut avouer que c'est la réalité, qu'on le dise ou pas. Il y a un certain protectionnisme et puis certains pays ont des tarifs douaniers beaucoup plus avantageux que d'autres. Donc, je prends le cas de mon pays, la Gambie.
on est souvent accusé de verser un peu dans, pour ne pas parler de contrebande, dans la réexportation des biens, parce que ce qu'on importe parfois est beaucoup plus que ce dont on a besoin sur place. Donc, tous les pays limitrophes viennent se ravitailler quelque part en Gambie et parfois nos voisins disent que c'est un peu une épine dans leur pied de leur économie malade. Nous avons avec nous le maire de Dakar, donc... Ben, il n'a rien entendu. Mais en termes économique, est-ce qu'il ne serait pas plus opportun d'augmenter les taxes extérieures, le fameux TEC, la taxe douanière extérieure sur la zone UEMOA par exemple, et par contre libéraliser les échanges internes aux espaces économiques? Bref, protéger les filières locales et rendre plus cher le riz asiatique. Bon, d'abord il faut qu'on ait quand même suffisamment de riz local pour satisfaire... Il y a des Sénégalais pour ça. Hein? Ben, c'est pas seulement le Sénégal. Mais je sais que ce qui est sûr, c'est qu'en Gambie, en tout cas, on est arrivé à une situation où on pense aujourd'hui que d'ici 5 ans, on va pouvoir même exporter du riz. Parce que l'accent a été mis sur la production du riz et il y a eu des subventions pour aider les paysans à se tourner vers ça plutôt que de se concentrer sur la monoculture arachidière. Mais on a toujours plusieurs défis. Aujourd'hui on parle de cela, mais il y a aussi les fameux, comment on les appelle, APE, les APE. Donc dès que tu commences à comprendre un système, on vient avec un autre système, donc ça complique un peu la donne. Monsieur Bambi, est-ce que pour vous aussi la solution n'est pas par l'intégration économique en zone CEMAC, et là aussi nous sommes encore loin du compte? Ben oui, vous avez posé question par rapport à l'agriculture, si à l'importation est ou autre. Mais la question qui se pose, c'est que, comme je l'avais dit, en principe, dans notre pays, bien dans la zone, on produit tout. L'exemple de l'agriculture africaine, que ce soit les cultures de rente, le coton, le café, le tabac et autres, le palmier à huile, ça peut se produire sur le territoire. Ou les cultures vivrières, le riz, l'arachide, le sorgho, le maïs, tout ceci peut se produire sur le territoire centrafricain. J'en parlais par rapport au réseau hydrographique et la pluviométrie. Mais comme j'ai dit tantôt, il fallait améliorer les méthodes culturelles. Ceci, c'est même le problème pour la plupart des pays de la sous-région de la CEMAC. Nous avons le Cameroun, par exemple, c'est la même chose, que ce soit le Congo et autres. Nous avons les cultures, soit de savane, et les cultures forestières, qui se produisent dans tous ces pays. C'est ça le problème chez nous. Et si bien que, effectivement, si nous sommes aidés dans ce domaine de l'agriculture dans la région, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'importer. Au contraire, on peut exporter et nourrir d'autres régions d'Afrique. Monsieur Diarra, est-ce que le FMI et la Banque mondiale n'ont pas commis cette erreur justement en incitant les États africains à ouvrir leurs marchés régionaux avec, je donnais l'exemple de l'UEMOA avec le fameux tarif extérieur commun qui est très bas, qui permet donc aux importations d'arriver en zone UEMOA pour pas cher. Est-ce qu'il ne faudrait pas au contraire donc protéger ces espaces régionaux et favoriser par contre au sein de ces espaces régionaux les échanges commerciaux entre les différents pays? Oui, je suis parfaitement d'accord avec vous. L'union douanière s'est installée dans plusieurs sous-régions de l'Afrique, y compris en Afrique de l'Ouest. Ils ont les tarifs extérieurs communs et ils ont aussi la politique de réduction des tarifs intérieurs à l'intérieur du marché des 8 pays qui constituent l'UEMOA et des 15 pays qui constituent la CEDEAO. Et donc, je pense qu'en la matière, c'est dans la pratique qu'il y a des faiblesses. Les notions de règles d'origine qui posent des difficultés quant aux produits qui sont
fait à l'intérieur du marché ouest-africain et exporté vers d'autres destinations. Et puis, il est des fois où dans la pratique, des politiques protectionnistes, des mesures protectionnistes sont prises par les États pour protéger leur marché intérieur face à l'afflux de produits dont l'origine est douteuse. Et cela est compréhensible parce que c'est aussi une façon d'inciter à l'investissement direct étranger dans les pays. Quand on ne sait pas l'origine d'un produit, on n'est pas sûr qu'il soit originaire d'un des 8 ou des 15 pays de la communauté, ça pose des problèmes. Mais il y a, pour répondre spécifiquement à votre question, il y a une politique de tarifs extérieurs communs, comme il y a une politique de réduction des tarifs intérieurs au sein des marchés, différents marchés, que ce soit au sein de la SADC, de l'Afrique de l'Est, de l'IGAD ou de l'Afrique de l'Ouest, oui. Mais en tant que secrétaire général adjoint des Nations Unies, est-ce que vous préconisez une hausse de ces taxes douanières extérieures pour protéger les marchés régionaux? Ce que nous suggérons, c'est de se conformer aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Maintenir les politiques tarifaires telles qu'elles ont été convenues dans le cadre des différents accords de commerce. Et il y a des dérogations aux règles de l'Organisation mondiale du commerce par des traitements préférentiels qui sont accordés à un groupe de pays vulnérables, dont par exemple les pays les moins avancés. Cela, nous soutenons cela, raison du fait que du point de vue structurel, leur économie n'est pas suffisamment solide et qu'il faut prendre des mesures particulières d'incitation pour pouvoir relancer leur économie. Mais au-delà de ça, la difficulté des accords de partenariat économique, justement, les APE, c'est lié au fait que les pays africains estiment qu'il y a un déséquilibre dans la façon dont ces accords sont négociés. On leur demande d'ouvrir davantage encore leurs frontières aux produits venant des marchés européens sur une durée de temps assez limitée, alors que les économies des pays africains et des pays européens ne sont pas au même niveau. Donc ça pose une marge majeure. Mais ça constitue également une dérogation aux principes convenus au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Donc la position des Nations Unies, c'est de respecter les règles convenues au sein de l'organisation sœur, qui est l'Organisation mondiale du commerce. Oui. Monsieur Diarra, Madame le ministre vient de parler de l'OMC, mais est-ce que fondamentalement l'Afrique a intérêt à participer à cette libéralisation des échanges agricoles? Car on le voit, dès qu'il y a un aléa climatique, la spéculation se met dessus, avec à la clé une flambée des cours mondiaux aux dépens des Africains qui, eux, importent leurs denrées alimentaires. Non, je suis pour Madame la ministre. D'abord Madame le ministre et ensuite Monsieur Diarra. Madame. Thank you. Yes, it is important for us in Africa to get the Doha rounds to be concluded. It is important because while other economies subsidize, we in Africa have a problem. But for us in Kenya, to be more specific about Kenya, we would like to produce enough food inside, and therefore what we discuss all the time with the international community is to increase mechanization, increase research. We are doing enough of that, but we'd like to do more. The protectionism or the problems in the international market affect us when we have to sell our foods elsewhere, or any agricultural crops. Let me give you an example. When we had out, even countries which are in the East African community with us needed to protect their own food. It is only the sensible thing to do because they don't want to face famine too. But they are classified around the world as least developed countries. They are members of the East African community. When we take our products, our other agricultural products to the international market, we are at a position where we are now being told we shall be subjected to higher tariffs. And this is what is going to take down agriculture even more. So there is, in my view, lack of sensitivity around the world about how to deal with the various African countries, especially with classifications. We had nothing, we didn't contribute. So really, to answer your question, we as a country cannot
cannot put tariffs on. We cannot stop people from selling. I mentioned the case of Southern Sudan before. The way we deal with Southern Sudan now is that they will buy the food they want from Kenya. We will not prevent them. We are buying from elsewhere, but Southern Sudan, if the Kenyan agricultural production of food was good enough, should provide a proper market for us. So we are not going to close. What we are going to do, and we are doing that, is to train more people from the Sudan to produce food, and we want to go there and produce food also with them, because this is a part of the market. As for the international community and our food production and our selling of our food, I give up. Thank you. Thank you. Monsieur Diarra, est-ce qu'il n'y a pas un hiatus entre libéralisation des échanges agricoles et souveraineté alimentaire? Finalement, c'est un peu ça la question. À l'instant présent, oui, parce qu'il n'y a pas suffisamment de nourriture pour assurer la souveraineté alimentaire, parce que ça suppose le développement d'une production locale qui soit soutenue et durable. Ça n'existe pas pour l'instant. C'est très aléatoire, c'est fonction des conditions climatiques, c'est fonction de la qualité des semences, et c'est fonction aussi de la disponibilité des engrais et autres intrants agricoles et de la mécanisation de l'agriculture. La libéralisation pourrait profiter à l'Afrique, mais sur le long terme. Sur le long terme, en ce sens qu'une fois qu'on aura fait des investissements majeurs pour développer l'infrastructure agricole et qu'on aura amené des technologies nouvelles qui puissent aider à accroître la productivité dans le secteur agricole, une fois qu'on aura réussi à attirer des gros investissements extérieurs dans le domaine du secteur agricole et produire suffisamment tout en diversifiant la production, il y a des chances que l'Afrique soit exportateur ou exportatrice nette de denrées alimentaires, de produits agricoles, dans un futur qui pourrait ne pas être aussi lointain qu'on l'imagine. Et tout dépend de bonnes stratégies nationales de développement agricole et de l'attrait qu'on a pour les investissements directs étrangers et de l'investissement national dans le secteur du développement agricole et du transfert de technologies aussi. En sachant qu'en Afrique, il y a encore 200 millions d'hectares de terres disponibles, est-ce que vous pensez possible que l'Afrique puisse devenir la prochaine ferme du monde à l'image de ce qui se passe aujourd'hui au Brésil d'ici 20, 30 ans, par exemple? Oui, c'est pour vous, M. Diarra. Oui, je le crois fermement. Ce que je voudrais